Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 4 de Polomique, l'émission juridique et polémique des étudiants du Master de Personnes et Familles de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dirigée par la professeure Anne-Marie Leroyer. Cette année, la saison est innovante. Elle se constituera de 2 épisodes principaux ainsi que de polo-capsules, c'est-à-dire des épisodes plus courts qui se concentreront sur des thématiques précises. Nous souhaitons remercier chaleureusement nos partenaires. Le cabinet d'avocats Chauveau-Mulon et Associés, le cabinet de généalogistes Couteau-Rohering et la Legaltech à vos stages. Nous voulons remercier l'équipe de tournage d'Images et Droits qui nous accompagne tout au long de notre projet. Nous avons également l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui notre marraine de promotion, Maître Dominique Attias, ancienne vice-bâtonnière du barreau de Paris, ainsi que 2 de nos professeurs, Monsieur Vincent Egea et Monsieur Jérémy Houssier. Pour cette nouvelle saison, nous avons fait le choix de nous plonger au cœur de l'héritage, car c'est un sujet qui nous touche tous à différents niveaux. Dans ce premier épisode, nous allons porter un regard économique sur l'héritage. Notre objectif est de définir ce qu'est l'héritage, mais aussi de comprendre sa place dans notre société actuelle. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir M. Nicolas Frémaux, économiste spécialisé en droit de la famille et maître de conférence à Paris 2 Panthéon-Assas, ainsi que Maître Beramdan de l'étude Arias Notaire. Bon visionnage à tous. Si l'héritage est une notion familière, elle est pour autant mystérieuse. Elle incarne en effet l'équilibre délicat, voire paradoxal, entre égalité sociale et transmission familiale. Dans le langage commun, l'héritage désigne la transmission de patrimoine d'une personne décédée à ses héritiers, qu'ils soient légaux ou bien désignés par un testament. Juridiquement, l'héritage fait référence aux successions, c'est-à-dire au transfert de patrimoine d'une personne pouvant s'effectuer de son vivant par le biais de donations ou bien après son décès. Les donations sont des actes juridiques par lesquels une personne transfère ses biens de manière volontaire et irrévocable à une autre personne. Elles jouent un rôle crucial dans la planification successorale en permettant notamment la transmission anticipée. Les successions ouvertes au décès suivent les règles légales en l'absence de testament, avec une dévolution successorale déterminée par les lois en vigueur, notamment celles du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006. L'héritage, en tant que transmission patrimoniale, exerce une influence significative sur le patrimoine des bénéficiaires, ce qui engendre nécessairement des conséquences sur l'égalité sociale. Ainsi, comment garantir l'égalité face à la transmission patrimoniale ? La fiscalité successorale, régie par le Code général des impôts, intervient avec des taux d'imposition variables, selon le lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire. Un principe guide cette fiscalité, plus le lien est étroit, moins l'impôt est élevé, voire inexistant après abattement et exonération. Mais que reste-t-il après l'application de cette fiscalité ? Est-ce qu'une certaine égalité sociale est rétablie ? Pour répondre à ces questions, nous allons diviser notre épisode en 2 parties distinctes. Tout d'abord, nous allons étudier l'impact de l'héritage sur les patrimoines français et la société en mettant en avant les conséquences sociales et sociologiques. En compagnie de M. Nicolas Frémaux, nous allons étudier plusieurs propositions de réforme pour rétablir une certaine égalité. Dans un second temps, nous confronterons cette analyse théorique avec la pratique notariale du droit des successions et des donations. Pour cela, nous recevons Maître Beramdan qui nous fera part de son expertise dans le domaine. Aujourd'hui, pour la majorité des Français, l'héritage s'inscrit dans une perception sacrée de la famille, un devoir symbolique de transmettre le fruit de son travail à ses héritiers. Cela explique en partie pourquoi les Français, bien que critiques quant aux inégalités salariales, semblent plus tolérants face aux inégalités de patrimoine. Ces dernières, découlant directement des inégalités de l'héritage, sont un des facteurs clés des inégalités sociales et de division entre les générations. Avec l'allongement de l'espérance de vie, l'âge auquel on hérite aujourd'hui recule vers 55 ans. Âge où l'utilité immédiate de l'héritage semble moindre. Le constat des économistes est clair. L'impôt sur les successions ne joue pas son rôle dans l'amélioration de l'égalité des chances. L'héritage français semble bloquer l'ascenseur social. Une note récente du Conseil d'analyse économique, qui est relié à Matignon, confirme cette tendance. En effet, aujourd'hui, 60% du patrimoine des Français provient de l'héritage, contre seulement 35% dans les années 70. Alors, la société d'héritiers ferait-elle son grand retour ? Sûrement, car désormais, la richesse des Français provient aux 2/3 de l'héritage et non du travail. En effet, la volonté de mettre ses enfants à l'abri est un besoin partagé de tous. Pourtant, l'héritage suscite des questionnements, notamment à propos de l'impôt sur les successions. Au cours des 30 dernières années, les politiques fiscales ont favorisé une concentration des patrimoines au sommet de l'échelle sociale. Selon l'INSEE, entre 1998 et 2018, les 10% les plus riches ont vu leur fortune augmenter de 70%, tandis que celle des 10% les moins riches a diminué de 58%. Ces écarts se creusent encore aujourd'hui avec la crise. Face à ce constat, les travaux de M. Nicolas Frémaux, et notamment son ouvrage « Les nouveaux héritiers », publié en 2018 aux éditions Seuil, apportent un éclairage crucial. Il analyse ces situations et propose des solutions théoriques pour pallier à ces inégalités.
Nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui pour discuter de ses idées visant à créer à ses yeux une société plus équitable face à l'héritage. Bonjour et bienvenue sur Polomique, Monsieur Nicolas Frémaux. On souhaitait aborder avec vous les idées que vous développez dans votre livre Les Nouveaux Héritiers, s'agissant de la révision de la fiscalité du patrimoine et des successions. Donc aujourd'hui, les successions sont prises en compte individuellement les unes des autres au cours de la vie d'une personne, et selon vous, il faudrait justement appliquer un système fiscal global qui prend en compte l'ensemble du patrimoine hérité au cours d'une vie. En reprenant une note du Conseil d'analyse économique du 21 décembre 2021, il s'agirait d'imposer les flux successoraux perçus par les individus tout au long de leur vie. Alors, selon vous, pourquoi ce système serait-il le meilleur, ou du moins l'un des meilleurs, pour réformer la fiscalité des successions ? Alors, ce n'est pas forcément le meilleur système, mais disons qu'aujourd'hui, le système fiscal, il fonctionne un peu bizarrement, c'est-à-dire recevoir une fois 500 000 euros ou 5 fois 100 000 euros, ce qui revient au même financièrement, est taxé en fait très différemment. Vous allez avoir un impôt très important si vous recevez tout en une fois, et au contraire, vous pouvez lisser un peu votre impôt, voire ne pas payer du tout, si vous le recevez en plusieurs fois tout au long de votre vie, par des donations, puis par chacun des parents, par exemple. Et ça pose quand même un premier problème, qui est le problème de ce qu'on va appeler l'équité horizontale, c'est qu'à héritage égal, on devrait s'attendre à ce que l'impôt soit égal, parce que deux personnes, à nouveau, qui reçoivent une certaine somme, payent la même chose. Et donc la structure fiscale, aujourd'hui, empêche ça. Donc il y a plein d'autres éléments, et c'est là que ça devient un peu compliqué, qui aussi vont dans le sens d'une inéquité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on taxe aussi différemment selon l'origine, selon le lien de parenté entre deux individus, selon le type de bien reçu, donc un bien immobilier ou un actif professionnel n'est pas taxé de la même manière. Donc il y a plein de ruptures de ce principe dans tous les sens. Mais déjà, l'architecture de l'impôt, donc taxé tout au long de la vie, permettrait déjà de clarifier aussi l'impôt, donc de le rendre plus équitable, mais aussi donc de clarifier pour les individus, de le rendre peut-être plus lisible. Et donc en ça, je milite, on va dire, pour cette architecture-là qui rendrait les choses un peu plus simples, quoi. Et c'est aussi une architecture qui est déjà appliquée dans certains pays, donc il n'y a rien d'infaisable non plus techniquement d'un point de vue légal. Ça nécessite de compter un peu les successions différemment. Donc il y a du travail notamment à faire pour les notaires, mais d'un point de vue fiscal, il n'y a pas de problème qui se pose à ça. Mais c'est pas forcément, ça résout pas tout, et c'est pas forcément le système idéal non plus. Il a aussi des défauts, celui-ci. Une telle réforme permettrait d'aller vers un objectif d'équité dans l'imposition sur les héritages, sans pour autant nécessairement augmenter directement l'imposition. Est-ce que c'est pour vous un point important de cette idée ? Oui, là c'est vrai que c'est vraiment deux choses séparées. C'est que la structure ne nous dit rien de qui paye vraiment, de combien est-ce que les gens payent. Donc il y a aussi toute une réflexion à mener sur sur savoir qui doit payer quand on impose des héritages. Donc en effet, là, c'est ces deux questions qui sont assez séparées. Moi, je milite aussi pour vraiment une augmentation de la progressivité de l'impôt. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu justement de retour des inégalités qui sont liées à l'héritage et donc imposer plus progressivement l'impôt, donc ne pas imposer tout le monde de la même manière, mais rendre plus progressivement les plus grosses successions est un enjeu qui se pose et sur lesquels il y a quasi consensus en fait au sein des économistes. Donc c'est vraiment deux questions séparées, mais évidemment, changer juste la structure ne change rien du point de vue des inégalités. Ouais. D'accord, mais c'était aussi pour savoir si c'était un point important de la réforme. L'architecture de ne pas augmenter directement l'imposition, de juste changer l'architecture sans augmenter l'imposition en elle-même, puisque c'est quand même un impôt qui est mal perçu selon les sondages par les Français. Donc oui, c'est deux questions qui sont séparées. L'idée ici de l'architecture, c'est de le rendre plus lisible, on va dire, peut-être plus augmenter l'adhésion des individus, le rendre plus vraiment un peu moins complexe que ce qu'il est aujourd'hui, même si à nouveau ça ne résout pas tout. Mais il y a un vrai enjeu aussi d'augmenter, je pense, la fiscalité. C'est-à-dire que je pense que le problème de l'adhésion à l'impôt, il est assez complexe, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie opposition de la part de la population, mais en fait qui est un peu trompeur. C'est-à-dire que les gens connaissent très mal l'impôt, en partie parce qu'il est très compliqué. Et donc, balayer un peu du revers de la main en disant on ne peut pas augmenter la progressivité de l'impôt parce que les gens s'y opposent, c'est un peu justement nier une grosse partie de la question. Et donc, je pense qu'il y a besoin vraiment des deux en même temps. Une autre proposition que vous évoquez dans votre livre, c'est la question de la dotation universelle qui pourrait être mise en place, notamment en utilisant les recettes qui viennent du coup de cette réforme de l'imposition successorale. Vous évoquez particulièrement une dotation universelle en patrimoine qui pourrait être offerte à tout citoyen à un moment donné de leur vie. Et pour vous, cette dotation, c'est vraiment un important levier permettant de rétablir l'égalité des chances. Pourriez-vous nous expliquer quelles pourraient être les modalités de mise en place de cette dotation universelle ?
La dotation universelle, c'est assez important pour plusieurs raisons. Il y a une première raison qui est la raison en effet économique, et ça permet, je pense, de toucher plus efficacement les inégalités de patrimoine, parce qu'en fait, la principale limite de l'impôt sur les successions, c'est que vous pouvez prendre la réforme que vous voulez, ça ne change rien pour les personnes qui n'héritent de rien. Donc même en confisquant, on va dire, l'héritage, vous ne changez rien à ceux qui n'héritent de rien. Donc là, l'idée d'une dotation universelle, ça peut être d'attaquer, on va dire, la distribution par les deux bouts, c'est-à-dire par le haut, par exemple, en augmentant la progressivité de l'impôt, et par le bas, si vous redistribuez en effet les recettes à ceux qui n'héritent de rien. Donc ça, c'est la stratégie un peu globale. Il y a un autre aspect qui est important, c'est que ça peut aussi augmenter l'adhésion à l'impôt. C'est-à-dire que justement, vous rendez l'impôt plus lisible, les gens savent à quoi sert l'impôt, donc ça généralement, c'est plutôt bien perçu. Et donc, c'est un objectif plus global de lutte contre les inégalités qui est peut-être moins bien perçu quand on regarde seulement l'aspect fiscal. Ensuite, après, tout est une question de paramètres et c'est loin d'être du détail. Donc, la première question, c'est est-ce que c'est vraiment universel? Donc, est-ce qu'on la redistribue à tout le monde, y compris ceux qui vont être hérités de millions d'euros, ou est-ce qu'on la limite, est-ce qu'on la conditionne à des ressources? Mais dans ce cas-là, quelles ressources, combien, qu'est-ce qu'on prend en compte? Ça, c'est un premier élément qui est très important. Est-ce qu'on la conditionne aussi à des utilisations spécifiques? Est-ce que ça doit permettre de financer des études, un logement, le fait de se lancer dans une entreprise, ou est-ce qu'on laisse les gens totalement libres de gérer les montants comme ils veulent? Est-ce que c'est aussi un substitut, un complément à d'autres aides? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des courants très libéraux qui vous disent « OK pour le revenu universel ou la dotation universelle, mais c'est tout, parce qu'une fois qu'on vous a aidé, maintenant vous vous débrouillez et vous vous battez à armes égales ou inégales un peu avec les autres. » Donc là, est-ce que ça doit être tout seul ou est-ce que ça doit se compléter d'autres aides? Et dernier élément qui est évidemment très important, c'est combien on donne. Et là, c'est un enjeu sur lequel, évidemment, tout le monde peut proposer des montants très différents. Donc aujourd'hui, juste pour donner peut-être un ordre de grandeur, si on prend l'ensemble des recettes de l'impôt sur les successions, donc c'est à peu près 19 milliards d'euros, qu'on les redonne à tous les gens qui auraient 18 ans en 2024, ça fait à peu près 20 000 euros par individu, qu'on donnerait en une seule fois potentiellement. Donc voilà le montant. Donc si ça c'est pas assez, il faudrait trouver d'autres recettes ailleurs. Et de toute manière, les quelques 20 milliards qu'on dépense pour ça, faut aussi les trouver ailleurs, parce que c'est 20 milliards d'euros en moins pour d'autres financements. Après avoir parlé de vos propositions concernant la fiscalité des successions, on souhaitait parler du projet politique actuel sur le sujet. Le président Emmanuel Macron avait tenu comme promesse de campagne en 2022 d'alléger cet impôt et notamment de relever l'abattement concernant les enfants du défunt de 100 000 à 150 000 euros et de le créer en lien direct à 100 000 euros dans certains cas. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Alors, ces deux aspects-là me conviennent plutôt bien. Ce qui est problématique, c'est ce qui manque. Je vais peut-être commencer par ce qu'il y a dans cette proposition-là. Je pense que le relèvement de 100 à 150 000, je pense que c'est assez important parce que les 100 000 euros par parent, par enfant, ça n'a pas bougé en fait depuis 2012, alors que les prix ont augmenté, notamment les prix de l'immobilier. Donc le 150 000, ça permettrait de suivre en gros l'évolution des prix de l'immobilier et de continuer en fait à protéger les classes populaires et moyennes dans leur transmission. Donc ça, je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Il y a pas mal d'économistes qui proposent cette actualisation ici. L'aspect qui est plus nouveau, c'est l'autre dimension, c'est le fait de pouvoir transmettre à qui l'on veut, donc en dehors des enfants et du conjoint, jusqu'à 100 000 euros, donc sans aucun frais. Ça, je pense que c'est une discussion qui est très intéressante. Donc c'est un aspect qui est souvent laissé de côté dans les discussions entre économistes notamment, alors que c'est un aspect qui pour moi est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un enjeu très important qui est celui des familles recomposées, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de familles où vous allez élever des enfants qui ne sont pas les vôtres biologiquement. Et le problème qu'aujourd'hui, c'est que c'est pas impossible, c'est très coûteux de transmettre un patrimoine à ces enfants-là, alors que vous pouvez très bien les avoir élevés toute votre vie au même titre que vos enfants biologiques. Et aujourd'hui, donc, il y a une très forte inégalité sur cet aspect-là. Et donc, cette proposition des 100 000 euros, alors on pourrait proposer plus ou moins, mais en tout cas, elle remet un peu en question cet aspect-là et globalement la définition de la famille. Aujourd'hui, donc, la définition, elle est biologique. Pendant longtemps, c'était même pas biologique, c'était les enfants qui étaient reconnus, par exemple, par les parents. Donc, les enfants adultérins sortaient complètement de la succession ou étaient traités très différemment. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit rester à une frontière qui est, on va dire, biologique, ou est-ce qu'on doit privilégier le lien affectif, même si la biologie n'y est pas pour grand-chose. Donc ça, c'est un aspect qui, pour moi, est très intéressant.
Après, voilà, on peut discuter des modalités plus précises, mais je pense que c'est quelque chose qui va dans le bon sens et qui répond au problème de beaucoup de familles et d'un nombre croissant de familles à l'avenir. Donc ces deux points-là, moi, j'ai aucun problème avec ça. Le problème, c'est un peu ce qui manque, en fait. Il n'y a pas grand-chose de dit sur les très hautes successions, qui aujourd'hui, en fait, sont assez peu taxées, une fois qu'on prend en compte donc, tous les dispositifs fiscaux qui existent en France, donc au-delà du barème même, et le fait que les biens professionnels sont taxés différemment, qu'on peut donc découper l'héritage en plusieurs parties, qu'on peut faire du démembrement de propriété, etc. Ça, il n'y a aujourd'hui aucun chiffrage là-dessus. On ne sait pas en fait qui s'en sert vraiment, on ne sait pas combien ça coûte vraiment, ce qui est quand même assez problématique, et on ne sait pas donc qui en profite. Mais ce qu'on sait globalement, ce qu'avait montré quand même la note du Conseil d'analyse économique, c'est que ça profitait a priori aux plus grosses successions qui ont vraiment un intérêt assez important à faire ça. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un mot là-dessus, et donc ces réformes-là risquent d'absolument rien changer en fait à la progressivité globale du système qui est assez défaillante en France, quoi. Donc il manque vraiment toute une partie qui n'était pas dans ce programme-là, qui était plutôt dans les programmes des partis de gauche sur qu'est-ce qu'on fait du haut de la distribution, est-ce qu'on met en place une dotation universelle pour compléter tout ça. Donc ça, c'est les principales limites que je vois aujourd'hui dans les propositions qui avaient été faites. Vous avez évoqué tout à l'heure l'adhésion à l'impôt qui est une problématique majeure actuellement. Il faut mieux informer les Français sur le système d'imposition. Selon vous, quelles seraient les meilleures solutions pour une meilleure connaissance de l'impôt au grand public ? Comment est-ce qu'on informe les gens ? C'est assez compliqué parce qu'en fait, si vous tapez impôt sur les successions sur n'importe quel moteur de recherche, vous tombez sur le site du gouvernement qui est très clair, qui va vous éclairer. En fait, toute l'info est là. Et le problème, c'est comment est-ce que vous faites pour accéder, pour faire que les gens accèdent à cette information-là. J'avoue que là, je n'ai pas de recette miracle, donc je vais peut-être vous décevoir un peu. Mais je pense qu'il y a un problème en France sur l'éducation économique de manière générale, qui ne repose pas seulement sur cette fiscalité-là, qui pose aussi aujourd'hui sur les questions d'inflation, de prêts, par exemple, bancaires, etc. Donc, comment améliorer l'information au grand public ? C'est, je pense, en partie le travail des économistes. C'est à nous aussi de mieux communiquer. Je pense que c'est le travail aussi des journalistes, des notaires aussi, qui sont les praticiens. Donc, je n'ai pas de recette miracle, mais c'est clairement un enjeu qui est très important pour cette réforme fiscale et en fait pour toutes les réformes en général, quoi. C'est très compliqué de faire des réformes fiscales si la population n'y adhère pas un minimum. On le voit sur la taxation environnementale ou sur l'impôt sur les successions. Donc, c'est un grand défi auquel font face les économistes, les praticiens et les politiques aussi. Merci Monsieur Nicolas Frémaux de nous avoir éclairés concernant toutes ces questions techniques liées à l'héritage. Merci pour votre invitation. Maintenant que nous avons replacé et contextualisé ce qu'est l'héritage et ce que ça implique, nous allons nous intéresser à la pratique, à ce qui se passe réellement. Pour cela, nous accueillons Maître Berhamdan, notaire spécialisé en droit immobilier et en droit patrimonial de la famille au sein de l'étude Arias Notaire. Bonjour Maître et bienvenue. Bonjour. Alors nous allons voir avec vous aujourd'hui la pratique liée à l'héritage, c'est-à-dire les successions au moment du décès, mais également les techniques qui permettent d'anticiper cette transmission de patrimoine. Vous nous partagerez également en fin d'épisode ce qui pourrait être amélioré dans le droit des successions tel qu'il est aujourd'hui. Alors commençons. Aujourd'hui, le système fiscal des successions repose sur un impôt dont le montant est déterminé par plusieurs facteurs. Les droits de succession sont calculés sur l'actif net taxable qui dépend de la qualité de l'héritier. Divers abattements ainsi que diverses exonérations sont ensuite appliqués pour réduire cette part taxable. Les droits de donation suivent le même barème. Ils s'appliquent à la valeur des biens transmis après déduction d'un abattement qui est renouvelable tous les 15 ans. Il est également important de prendre en compte les donations reçues du vivant du défunt par le biais d'un rappel fiscal. Ainsi, le système peut paraître assez complexe et il est souvent méconnu par beaucoup de personnes, comme on l'a vu un peu plus tôt dans l'épisode. Ainsi, Maître, est-ce que vous avez l'impression en pratique que les héritiers qui viennent vous consulter ont connaissance de ce système fiscal ? Parce que beaucoup pensent être touchés par cet impôt, mais finalement, en pratique, qu'est-ce que ça représente ? Alors, effectivement, en France, il y a peu d'éducation autour du droit et donc encore moins autour de l'héritage, qui est une sorte de gros mot, plutôt même complètement flou. Éventuellement, les gens ont pu en entendre parler quand ils sont allés chez le banquier, qu'on leur a parlé de contrat d'assurance vie hors succession, mais effectivement, il n'y a pas d'éducation autour de l'héritage. D'autre part, pour moi, en fait, il y a deux grandes catégories de clients. On va dire, d'une part, les clients qui n'ont pas de difficultés familiales, une famille plutôt paisible, un patrimoine classique avec la résidence principale, des comptes bancaires et une voiture.
Pour cela, effectivement, il y a peu d'informations, peu de conscience et donc peu d'anticipation de transmission parce que finalement, en fait, parfois, il y a peu d'enjeux. Si on prend l'exemple d'un patrimoine de 400 000 € avec des parents, 2 enfants, un parent transmettra potentiellement 200 000 € à chacun des enfants qui bénéficient de 100 000 € d'abattement, donc il n'y a pas de fiscalité. Il y a ensuite une seconde catégorie de clients qui, eux, sont parfaitement avertis. Vous avez ceux qui proviennent de familles composées, décomposées, recomposées, dans lesquelles il y a déjà eu des difficultés, des divorces, etc. Et là, ils vont être encadrés par un notaire, un avocat, parce qu'ils ne veulent pas reproduire éventuellement les erreurs ou les conséquences économiques et fiscales qu'ils ont pu subir dans le cadre de leur divorce. Vous avez des familles où ça se passe mal. Et donc là, on veut éventuellement évincer un héritier. Donc on va commencer à se renseigner chez le notaire de savoir comment on peut faire. Vous avez des familles où il y a un enfant vulnérable ou handicapé et on se demande ce qui pourra se passer pour lui une fois que les parents ne seront plus là. Vous avez des personnes un peu âgées aussi qui commencent à s'inquiéter de l'après et qui vont voir le notaire au moins pour demander comment ça va se passer leur succession. Et puis, vous avez une catégorie de personnes très bien encadrées, très bien entourées, puisqu'en fait, ce sont souvent des chefs d'entreprise, des cadres, qui, dans leur quotidien du travail, ont des contacts avec des avocats, des notaires, des comptables, des experts comptables, et donc qui sont informés, ou du moins qui en plus vont être conseillés, parce que quelqu'un va venir et leur dire « est-ce que tu as fait quelque chose ou pas ?» Donc, il y a vraiment cette catégorie. Et il y a d'ailleurs une étude de juin 2023 qui vient de sortir de chez les notaires, où on constate que les anticipations de transmission successorale, notamment à travers la donation, on est à 70% de personnes âgées de plus de 60 ans. Et dans cette catégorie, il y a 70% de personnes qui sont plutôt des cadres supérieurs ou des chefs d'entreprise. Donc c'est vraiment cette catégorie qui est informée et qui anticipe. En droit français, il y a la possibilité d'anticiper la transmission de son patrimoine, de son vivant via les donations, l'assurance vie ou encore l'établissement de sociétés familiales. Ces anticipations permettent, in fine, de réduire les droits de succession par rapport à ce qui aurait été pris en compte si rien n'avait été fait. Faire une donation à son enfant lui permet de bénéficier de l'abattement de 100 000 € qui sera renouvelé 15 ans plus tard. Souvent, les parents donnent la nue propriété pour conserver l'usufruit. Cette méthode de démembrement de la propriété permet au donateur, donc ici le parent, de continuer de jouir de ses biens tout en rendant le donataire, donc son enfant, pleinement propriétaire à son décès. Dans ces cas-là, l'avantage fiscal est non négligeable puisque seule la valeur de la nue propriété sera soumise au droit de donation, valeur qui dépend de l'âge du donateur au jour de la donation. L'assurance vie est un contrat par lequel l'assureur s'engage, en contrepartie du paiement d'une ou plusieurs primes, à verser un capital à une personne déterminée lors du décès du souscripteur. Cette méthode permet de transmettre à un bénéficiaire, donc ça peut être votre enfant comme votre neveu, une somme d'argent dans des conditions fiscales avantageuses. L'établissement d'une société familiale est également une technique d'anticipation successorale intéressante d'un point de vue fiscal. Maître Beramdan, est-ce qu'en pratique, ces techniques d'anticipation de transmission de patrimoine, qui réduisent a fortiori les droits de succession, sont récurrentes ? Et pouvez-vous nous partager, si vous le voulez bien, un exemple que vous avez rencontré pour illustrer une de ces techniques ? Avec plaisir. Donc effectivement, puisqu'on hérite de plus en plus tard, les personnes averties vont utiliser différentes techniques de transmission, puisqu'on l'a vu, les techniques pour protéger un enfant, pour se protéger, pour transmettre du patrimoine ou une société ou une entreprise, ou et bien sûr l'optimisation fiscale. Sachant qu'il faut bien faire attention, on ne fait pas un acte uniquement avec un objectif fiscal, parce que c'est un abus de droit et que l'administration fiscale retoque et on ne peut pas faire ce type d'acte. Donc en général, les actes qui sont réalisés ont pour objectif effectivement une optimisation fiscale et également la transmission économique du patrimoine aux enfants, aux petits-enfants. Donc il y a plusieurs objectifs qui sont mélangés. Je peux prendre un premier exemple que l'on a, c'est le cas tout simplement des familles composées, décomposées, recomposées. Et la première technique, c'est le contrat de mariage. C'est par exemple faire un contrat de séparation des biens puisque
d'un deuxième conjoint, on a des enfants d'un premier lit, on ne veut pas les déshériter, et donc tout ça peut se doubler après d'un testament ou d'un legs où on va limiter la transmission patrimoniale au conjoint via une limitation des droits en usufruit, par exemple, tout en assurant la transmission à ses enfants. Je peux vous proposer donc un deuxième exemple avec pour objectif de protéger un enfant handicapé et de lui fournir des revenus, tout en bénéficiant d'un avantage fiscal, d'une anticipation successorale sur le plan fiscal. On va donner à cet enfant un bien immobilier de rapport, donc qui va produire du revenu, et on va lui donner en nue propriété, le parent se conserve l'usufruit. À titre d'exemple, on peut dire que le bien, par exemple, vaut 200 000 euros, le parent a 50 ans. Son usufruit est évalué proportionnellement à son âge, il est évalué à 50% de la valeur de la pleine propriété. Donc le bien de 200 000 euros va être transmis sur une base fiscale de 100 000 euros. Puisque l'enfant bénéficie d'un abattement fiscal de 100 000 euros, il n'y aura aucune fiscalité. Il deviendra plein propriétaire au décès de son parent. Donc potentiellement, le parent a transmis 200 000 euros, mais il n'y aura aucune fiscalité sur cette transmission. Pendant que le parent sera encore en vie, c'est lui qui percevra les loyers. Au décès, c'est l'enfant qui sera plein propriétaire sans fiscalité et qui aura ensuite du revenu parce qu'il n'aura pas, lui, les moyens de vivre et donc il aura perçu des revenus. Nous avons discuté avec Monsieur Nicolas Frémaux du droit des successions de demain d'un point de vue économique et sociologique. En tant que notaire, vous avez une vision pratique de la matière. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Le droit des successions actuel n'est peut-être pas satisfaisant d'un point de vue de l'égalité, mais il ne l'est pas non plus d'un point de vue des évolutions sociétales. Les familles évoluent. Il y a par exemple de plus en plus de familles recomposées, mais il est très difficile de transmettre son patrimoine à ses beaux-enfants. D'un point de vue de la loi, les beaux-enfants sont considérés comme des tiers, sans lien de parenté vis-à-vis de leurs beaux-parents, donc ils seront soumis à un taux d'imposition de 60%. Maître Beramdan, selon vous, le système actuel fonctionne-t-il ? Qu'est-ce qu'il y aurait à changer ? Globalement, le système fonctionne. Bien sûr, il y a des inégalités, mais les inégalités sont aussi la conséquence de l'organisation familiale. Vous avez des couples sans enfants qui, effectivement, se retrouveront à transmettre un patrimoine de façon très fiscalisée, ou un seul enfant. Cela a pour conséquence qu'il n'y a qu'un seul abattement fiscal, donc uniquement 100 000 euros. Si vous en aviez 3, on se retrouve à 300 000 euros sans impôt, effectivement. Les notaires en ont conscience et ils sont toujours force de proposition. Et donc en juin 2023, ils ont justement effectué un rapport avec des propositions qui résonnent avec tout ce qui a pu être dit jusqu'à présent. Ils proposent notamment, concernant les beaux enfants, la possibilité de leur ouvrir l'abattement fiscal à 100 000 euros, indépendamment du lien de filiation, puisqu'effectivement aujourd'hui, pour pouvoir avoir une transmission fiscalement avantageuse quand ce sont vos beaux-enfants, en réalité, il faut passer par l'adoption. Les notaires ont également proposé d'augmenter l'abattement fiscal entre grands-parents et petits-enfants, de façon à accélérer la transmission du patrimoine et sauter des générations, puisqu'on hérite tard, mais alors 50 ans, 60 ans, quand on commence dans la vie, on n'a pas forcément à bénéficier des abattements. Ils ont évoqué l'idée d'un compte de dépendance où plusieurs membres de la famille pourraient mettre de l'argent sur un compte pour aider justement une personne vulnérable. Ce ne sont que des propositions pour le moment, elles ont été transmises au législateur. Moi, j'ajouterais qu'il y a effectivement ce cas de personnes qui n'ont pas d'enfants. Et effectivement, si on souhaite transmettre à ses neveux et nièces, on est trop largement fiscalisé puisqu'on est à 55% d'impôt sur le patrimoine transmis et des abattements vraiment très faibles. Donc là, il y a des progrès à faire, mais je pense que le législateur va les entendre et va faire évoluer le droit comme la société évolue. Merci Maître d'avoir partagé avec nous votre expérience liée aux successions et votre regard pratique lié à l'héritage. Merci beaucoup pour cette invitation. Ce fut avec un plaisir que je me suis prêtée à l'exercice et avec plaisir que je suis revenue à Paris 1 pour vous accompagner.